MH370, l'avion mystérieux. Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, le temps est beau et chaud, on se croirait pas, vraiment pas à fin novembre. Cet aparté est enfermé. Je reviens aujourd'hui sur YouTube après une longue absence pour enregistrer cette vidéo qui risque d'être un peu longuette. Et sur le TikTok, ça ne passera pas du tout. Alors voilà, le sujet est le MH370. Aéronautique, je ne suis pas spécialiste du tout, je ne suis pas professionnel, rien. Je suis au mieux un amateur éclairé. Et à ce propos, si vous voulez vous éclairer dans ce domaine aussi, je vous conseille deux chaînes YouTube. Aldostérone, qui dans un style dépouillé, pur, sans aucune image de l'arrière-cour qui ne corresponde pas au sujet, il explique trop bien, complètement compréhensible par tous, et on peut beaucoup apprendre. Et c'est intéressant. Ainsi que Xavier Titelman, de la chaîne Avion et Espace, je crois. Et lui est très compétent, très technique, très documenté, fait des recherches profondes. Ses vidéos sont de très grande qualité. Parfois un peu barbante parce qu'il y a la terminologie compliquée et des abréviations qu'on ne comprend pas, mais elles sont intéressantes et on apprend également beaucoup. Voilà, cet aparté étant terminé, je commence. Alors, l'introduction. Cet avion qui a disparu aujourd'hui depuis 10 ans déjà, cette chose m'a tracassé énormément. Au début, quand c'est arrivé, je regardais, je suivais, je comprenais pas qu'est-ce qui va pas, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas, pourquoi est-ce qu'on cherche là, pourquoi est-ce qu'on cherche à un autre endroit, pas après un troisième endroit, et au bout du compte, on n'en trouve rien du tout. J'en ai eu un peu marre et j'ai décroché, je me suis dit, de toute façon, dans quelques temps, on va trouver des débris. Après, on va trouver l'avion et on saura où il est et qu'est-ce qui s'est passé. Et après avoir décroché, j'ai complètement oublié cette histoire parce que d'autres sont venus et c'est ainsi. Et là, il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai commencé de nouveau à voir sur YouTube des vidéos sur le MH370 qui disaient exactement la même chose que les précédentes, ou alors que c'était des nouvelles apparitions des vieilles vidéos. Ils racontaient tout, comment ça s'est passé, qui a fait quoi, et voilà, nous sommes à un tel point qu'on ne sait rien. Et de nouveau, j'ai commencé à penser à cette chose, cet avion, et je ne comprenais pas, mais quelque chose ne collait pas. Il y avait trop de trucs qui ne collaient pas avec toutes les versions. Quelque chose n'allait pas. J'ai tourné, j'ai perdu la tranquillité, j'ai perdu le sommeil, j'ai très déréglé mon sommeil, j'ai passé des nuits à réfléchir à ça ou à d'autres choses aussi. À 6 heures, j'étais fatigué, j'allais me coucher, à 3 heures, je me levais, et bref, ça devenait obsessionnel. Je me disais, Harry, c'est pas ton affaire après tout. Arrête, c'est quoi cette obsession? Mais rien à faire, ça m'a pas lâché. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, et subitement, la solution m'est apparue. Je me suis dit, mais c'était si évident, comment tu ne l'as pas vu avant? Mais après tout, ce n'était pas si évident. Vous allez voir. On va prendre tout par ordre avec des chapitres. Avant chaque chapitre, je vais mettre un carré noir, comme ça, si vous ne voulez pas écouter trop longtemps, allez-y tout de suite vers la fin et vous aurez ma proposition, ma théorie, mon hypothèse. Vous l'écouterez ou pas, mais au moins vous n'aurez pas perdu votre temps. Alors on commence. Alors, chapitre préambule.
Un avion qui se crache sur l'eau fait beaucoup de débris. Des milliers de débris, voire plus que des milliers de débris, qui flottent, qui ne coulent pas, ni tempête, ni vague, ni vent, ni quoi que ce soit ne les coule pas. Ils flottent. Alors forcément, on aurait dû les trouver. Ou alors sur les plages, ou alors dans les filets des pêcheurs, ou alors des plaisanciers qui naviguent près sur l'eau. On aurait trouvé, mais on n'en a pas trouvé. Et puis, longtemps après, on a trouvé un flaperon sur une plage Martinique au Madagascar. Martinique. Une plage assez célèbre pour ça. Souvent des débris d'autres accidents d'avion échouent sur cette plage. Par un maraudeur qui est spécialiste dans ces choses-là. Il a déjà auparavant trouvé des débris et je crois que c'est vrai qu'il a trouvé ce débris, mais je ne peux pas l'affirmer. Ce qui est un peu bizarre, c'est que quelques temps après, pas beaucoup de temps après, on en a trouvé d'un coup beaucoup, 10 ou 12 débris et des gros, des morceaux d'ailes importants sur des plages africaines, entre Afrique et Madagascar, quelque chose comme ça. Et un ou plusieurs de ces débris, on peut être identifiés comme appartenant à cet avion par analyse de la peinture. Vous imaginez, maintenant avec un bout de peinture, on peut vous dire tout. Et qui l'a peint et où il l'a peint, et ainsi de suite. Alors voilà, nous, avec notre science monstrueuse, nos technologies de pointe, on ne sait pas trouver des débris, on ne sait pas trouver l'avion, avec 250 personnes à bord. Quelque chose ne va pas, ça ne peut être qu'aucun complot, je pensais. Mais c'est pas un complot, je ne crois pas aux théories de complot. Ah, ces débris, vous allez voir, c'est la clé. Les débris et le flaperon. Alors on va passer au chapitre 1. Chapitre 1. Théorie de complot. Alors les théories de complot ont été nombreuses sur cette affaire. La première, ou une des premières que j'ai entendues, c'est les Russes qui auraient fait détourner cet avion pour récupérer une quelconque technologie dans la soute. Ils l'ont fait atterrir au Kazakhstan, qui est un pays vassal un peu de la Russie, enfin était avant la guerre en Ukraine. Et après avoir récupéré ces choses, ils auraient enterré l'avion avec tout ce qu'il y avait dedans au Kazakhstan. Mais il s'est avéré que l'avion est allé complètement de l'autre côté, et même si les Russes ils sont capables des choses comme ça, c'est pas eux. Après j'ai entendu les Américains. Non, d'abord c'était les Iraniens. Paraît-il qu'il y avait 2 Iraniens, figurez-vous, sous fausse identité dans cet avion. Vous imaginez un avion qui a disparu, 2 Iraniens sous fausse identité? C'est un complot d'Iran. Mais depuis un bon moment, j'entends plus parler de ces Iraniens sous fausse identité. C'est sûrement des journalistes qui ont fait ça pour se faire des sous. Après, j'ai entendu des Américains. Quelqu'un aurait vu un avion de Malaysian Airways à très basse altitude sur une île dans le Pacifique allant vers l'île de Diego Garcia. Et pourquoi faire? Il s'est avéré aussi que il ne pouvait pas aller jusqu'à là-bas, il n'avait pas de carburant. Et puis cette théorie aussi est tombée à l'eau. Et même, s'il allait là-bas, et que les Américains l'auraient abattu parce qu'ils auraient craint un attentat sur leur base. Abattu, ils se sont défendus. Pourquoi le cacher? Pourquoi prendre sur soi une telle responsabilité? Cacher des gens? Non, non.
On se retrouve au banc des nations avec ça, on se fait crucifier. Qui pourrait organiser un truc comme ça pour que ça ne sache pas? Il y a toujours un témoin gênant qui était là par hasard, qui a tout vu, qui filmait ça sur son téléphone. Il y a toujours une fuite de quelqu'un qui participait et après il a voulu se faire des sous alors qu'il a fait recours à quelque chose. Il a proposé un marché à la justice. Vous me pardonnez et moi je vous fais découvrir un truc pas possible. Non, je rejette toutes ces théories de complot pour une simple raison. Mes amis, le risque est trop grand. Organiser un truc comme ça, pour que personne ne sache jamais rien, au risque de se faire crucifier, personne ne prendra cette responsabilité. Et je vous passe d'autres théories ou des avions AWACS, vous savez, les avions radars américains qui voient les autres avions qui volent plus bas. Ils auraient piraté cet avion, coupé ses communications et dirigé cet avion vers une île du Pacifique où il serait posé et ils l'ont coché. Ils l'ont caché. C'est du n'importe quoi. Et théories des complots, un jour, si j'ai de l'écoute bien sûr, je ferai une vidéo à part là-dessus parce qu'il y a des trucs vraiment pas possibles. Ah voilà, ce préambule étant terminé, on va y aller au chapitre 2. Non, il y a encore quelque chose que je voulais dire à propos de ces théories de complot et je ne me rappelle plus, vous vous rendez compte. Il y a tout de même des choses qui appuient une théorie de complot. Je vais prendre pour preuve le fait qu'on a cherché, beaucoup, comme les Shadocks pompé, et pas trouvé. À un endroit, après, longtemps après, on a eu un renseignement de la part des militaires malais qui ont chopé un avion au radar qui pourrait être celui-ci et qui allait dans une direction de l'autre côté là-bas. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais ces militaires, ils n'ont pas informé tout de suite les secours qu'ils ont vu cet avion au radar, mais attendu quelque chose comme une semaine. Pourquoi ils ont fait ça? Ça appuie la théorie du complot. Et puis ce colonel malais, je crois qu'il était colonel, qui est chargé de la défense aérienne de son pays, de la sécurité aérienne de son pays. Il voit au radar un avion non identifié. Il se dit alors, comme il a fait, ah, nous sommes en guerre avec personne, pourquoi on l'abattrait? Et vous, les journalistes, vous m'aurez crucifié en premier parce qu'on a abattu cet avion. Mais pourquoi l'abattre, hein? Tout simplement par curiosité. Simple curiosité. Envoyer la chasse pour voir ce que c'est. Ou alors peut-être que c'est un test de ses supérieurs pour savoir s'il fait bien son travail. Ou tout simplement par l'ennui parce que c'est passe rien. Il n'y a jamais rien, ils sont pas en guerre. C'est chiant d'être devant les radars. Au moins une fois se passe quelque chose, on va aller voir. Et ils ne sont pas allés voir. Ça aussi, ça appuie la théorie du complot. Il y a aussi le fabricant des réacteurs. Je ne vais pas nommer pour ne pas les blesser parce que c'est une firme très sérieuse a priori. Mais ils savaient que l'avion a disparu. Ils étaient parmi les premiers sûrement de le savoir. Ils savaient qu'ils avaient des données et toutes ces positions, mais ils n'ont pas informé les secours. Ils ont attendu encore plus longtemps que les militaires, à peu près 2 semaines, pour dire que finalement cet avion, il est allé là. Et alors on est allé au 3e endroit, chercher comme des Shadocks, et rien trouvé. Ça devient incroyable. Mais au bout du compte, je ne
crois pas à la théorie du complot. C'est trop gros, c'est impossible d'organiser. S'il y a trop de risques, ce n'est pas un complot. Alors là, on va passer à la théorie du suicide du pilote. Chapitre 2. Théorie du suicide du pilote. Oui, la théorie du suicide du pilote. Il y a beaucoup de choses qui appuient cette théorie. Un gars compétent, documenté, outillé, préparait ce plan de vol depuis longtemps sur son simulateur de vol, qui avait soi-disant des problèmes et qui peut y avoir d'autres raisons. Déception amoureuse, peut-être qu'il avait des dettes, peut-être qu'il s'était embringué avec la mafia, il y avait des menaces sur lui. Alors pour assurer une vie tranquille à sa famille, il s'est suicidé. Ou alors qu'il voulait faire comme cet avion de la Germanwings, Matthias Rust. Faire un truc pour qu'on se rappelle de lui. Encore un assassin de John Lennon. Alors il a brouillé les pistes. Il les a bien brouillées, mais pas tout à fait. Couper le transpondeur, facile. Couper les communications, encore plus facile. Sûrement couper les lumières de l'avion pour qu'on le voit le moins. Voler entre des états, changer de cap, faire des demi-tours, monter et descendu, et en descendant, pinguer sur une antenne de téléphone. Le téléphone du copilote, qui probablement déjà ne se trouvait pas dans le cockpit. Aller de l'autre côté de cet océan, aller de l'autre côté de la Malaisie vers l'océan Indien, le deuxième endroit où on cherchait. Et puis là, il a fait une chose incompréhensible. Il s'y met un autopilote tout droit. Il volait tout droit jusqu'à la fin. Et ça, on le sait parce que maintenant, on a la position des moteurs toutes les heures et on sait toutes les heures où il était. Entre-temps, il est allé débrancher la CARS, un système qui n'est pas concerné, dont les pilotes ne sont pas concernés, ne savent pas où c'est, ni comment c'est, mais ils pouvaient le savoir. Ils pouvaient le savoir. Alors il est allé au tableau électronique qui se trouve dans la soute. Et je crois que cette soute ni chauffée ni pressurisée, alors c'était assez difficile. Mais il est allé, il l'a fait. Mais la communication des réacteurs satellites, il l'a pas coupé. Vous allez me dire, il pouvait ne pas le savoir, personne n'est parfait. Mais je crois pas. Je crois qu'il le savait. Et là, elle avait un problème. Comment faire pour qu'on ne le trouve pas? Cette ligne droite, le vol en ligne droite à l'autopilote, pendant longtemps, un trait avec une flèche au bout, c'est là. C'est incohérent. C'est incohérent. Et puis, s'il s'est craché à cet endroit, à épuisement de carburant, où sont les débris? On n'en a pas trouvé. Je me répète, je radote, mais on ne les a pas trouvés. On n'a pas de débris. Et c'est ça que je ne comprenais pas. Et c'est là que subitement ça fait tilt dans ma tête. On n'en a pas trouvé. On n'a trouvé qu'un flaperon. Parce que l'avion ne s'est pas craché. L'avion a améri. Il est possible que dans son suicide, son instinct de survie au dernier moment l'a poussé à reprendre les commandes et à poser l'avion. Et qu'il ne s'est pas brisé en 1000 morceaux. Et c'est donc qu'il est entier au fond de la mer. Je ne sais plus si c'est un océan Indien là-bas au Pacifique. Mais bon, pas très loin de l'Australie. C'est possible. Mais
sachant où est cet endroit, et après avoir cherché longtemps et beaucoup, on a englouti des millions de dollars, des centaines de millions de dollars. On n'a pas trouvé l'avion. Les boîtes noires devaient biper, mais il les a sûrement aussi déconnectées pour qu'elles ne bipent pas. Et on ne l'a pas trouvé. Ah, on ne l'a pas trouvé, vous savez pourquoi? Je vais vous l'expliquer. C'est parce qu'il ne s'est pas suicidé, ce pilote. On va passer au chapitre suivant. Chapitre suivant, suicide maquillé. Après avoir compris pourquoi on n'en avait pas de débris, pourquoi on n'a rien trouvé, et après avoir compris qu'il a posé l'avion, mais qu'on n'a pas trouvé à l'endroit où il devait être, je me suis dit, mais ce gars-là si intelligent, et qui n'a pas coupé cette communication des moteurs, il a utilisé exprès. Il a dessiné un trait tout droit avec une pointe, en disant, regardez, c'est là que je me trouve. Après le dernier pointage, il a repris la commande, il a tourné. Et il est allé à un autre endroit de l'océan Indien. Un endroit discret, où personne ne penserait à le chercher, de préférence très profond, mais les endroits profonds, justement, c'est là qu'on va aller chercher, alors peut-être pas profond. Poser son avion là-bas, sorti de l'avion par la porte, au-dessus de l'aile ou par la porte de la soute, ou qu'il avait des complices qui sont venus le récupérer, ou alors qu'il a chargé du matériel de secours, qu'il y en a maintenant assez compact, tu les jettes à l'eau, ça te fait un radeau où tu es abrité, où tu as de la nourriture, où tu as tout ce qu'il te faut. Tu peux dériver longtemps et sauver ta vie. Tout le monde va te croire mort et toi tu es vivant. Oui, je crois qu'il est vivant ce pilote. Je le crois intimement maintenant. Parce qu'avec cette version, tout colle. Il n'y a plus aucune incohérence. Il a fait des manœuvres diverses et variées, brouillé des pistes, mais donner une indication sur sa position finale, c'est cohérent. Sa position finale était fausse. Il n'était pas là-bas. Il voulait qu'on le cherche là-bas. Et après avoir cherché à 3 endroits différents, on se sera épuisé, on sera plus cherché, on n'aura plus cherché. Il avait raison. Après la troisième série des recherches où on a englouti encore des millions de dollars, ou des centaines de millions de dollars, on a arrêté de chercher. Après le dernier pointage, il a tourné. Il est allé à un autre endroit. Il a posé l'avion. Un as de l'aviation, il pouvait le faire. Il est sorti, récupéré par des complices dans son radeau de survie, avec des perruques et des maquillages. Quelqu'un forcément te trouve, t'es un naufragé. Oui, mon bateau a coulé, j'ai heurté un gros bout de bois, ça a percé la coque, c'était la nuit, je dormais, j'ai pas vu, et voilà, le bateau a coulé. Alors je suis dans mon radeau, sauvez-moi, amenez-moi vers un port. Et il avait sûrement sur lui des faux papiers, parce qu'il en fout si on veut disparaître. Et hop, le tour est joué, et tout colle. Tout, absolument tout. Vous allez me dire que je suis complètement fou avec un truc pareil. Mais là, au moment où j'enregistre cette vidéo, au moment où je structurais mon scénario pour ne pas me tromper, et malgré ça, je me trompe et je dis pas la moitié des choses que je voulais dire, mais ça suffit. J'ai vu de nouveau une vidéo nouvelle sur le MH370 de Xavier Tuttelman, Air et Espace, avec un expert, un gars très compétent, très documenté, qui a fait des recherches très sérieuses, étudié tous les rapports,
Il arrive à la conclusion aussi que l'avion n'est pas craché, il a améri. Et là intervient l'absence de débris. Avion qui a atterri et qui a améri, il n'y a pas de débris. Et le flaperon arraché. Ah, et le flaperon arraché, c'est normal. Parce que pour le moment de se poser, pour réduire la vitesse et pour augmenter la portance de l'aile, les flaperons ils sont en position basse. Ils écopent l'eau en premier, alors ils s'arrachent. Tout colle. Tout ce qu'on sait sur cette affaire, toutes ces manœuvres, fausses ou pas fausses, le ping du téléphone, le radar malaisien, la ligne droite pour nous tromper une dernière fois, et puis aller sur un côté, quelque part dans l'océan, c'était très malin. Oui, je crois vraiment qu'il est vivant. À bientôt les amis. Hasta la vista babies, I'll be back. J'ai oublié un truc, post-scriptum. Je ne l'ai pas dit jusqu'à là dans cette vidéo, parce que c'était très présomptueux. Mon ego... Mais bon, je vais le dire. Je crois savoir où il est cet avion. Mais je ne vous le dirai pas maintenant. Essayez de réfléchir. Ce gars qui nous a pris à contre-pied dans tout ce qu'il a fait. Il nous a trompés comme des bébés. Toutes ces autorités compétentes, ils ont couru dans tous les sens comme des bébés. Il les a pris à contre-pied. Que ferait-il pour se cacher définitivement? Pour cacher l'avion définitivement. Réfléchissez. Vous trouverez sûrement la solution. Cette fois-ci, vraiment, au revoir à tout le monde. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que c'était pas trop long et pas trop barbant. Hasta la vista, babies. I'll be back.